Mercredi 2 juillet 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait dans le cadre de 2 soirées consacrées aux éditions Tarabuste une rencontre avec Yves Charnay, auteur depuis Prose du Fils en 1993 aux éditions La Table Ronde, d'une enquête autobiographique doublée d'une quête poétique. Il présentait ce jour-là, en dialogue avec Didier Goupil, son nouveau livre intitulé Abbati, autoportrait en citation, et publié chez Tarabuste. Bonne écoute. Merci. Avant que Didier parle, je veux le remercier parce que c'est l'homme du mois. Il sort de cette chose que vous avez peut-être vue qui est Feu au cœur, le Feu au cœur, je ne sais pas s'il y a le devant, le Feu au cœur, son adaptation de la correspondance de Nicolas de Staël avec Jeanne Polge, la dernière femme qui a enflammé Nicolas de Staël et qui a donné lieu à ce spectacle que j'ai vu 2 fois. La première fois totalement sous le coup de l'inondation, la deuxième fois en le regardant quand même, et qui est une merveille. Avec Cali et des tas de gens très bien. Et vraiment, Didier était dans l'énergie de ça au Marathon des mots. Et c'est adorable de garder un peu de souffle pour venir faire cette soirée. Merci à toi. Merci Yves, merci Christian pour le préambule. Un grand merci à Ombre Blanche pour cette invitation renouvelée, pour toi et puis pour nous en duo. Le papa a l'humilité de ne pas dire que dans le Feu au cœur, il y avait bien sûr Augustin Charnay, le brillantissime pianiste et fils de son père, et Mathilda, qui est la compagne d'Augustin et qui est chanteuse, qui est en train de faire une très belle première tournée de festival et dont en principe à la rentrée on entendra quand même beaucoup parler. Voilà. Ça, c'est un premier mot. Le deuxième mot, un grand merci pour votre présence. La météo a été clémente, parce que quand même aujourd'hui, on a respiré. Ça n'a pas été facile d'être là, et pour Yves et pour moi, parce que moi, j'ai travaillé avec des artistes du music hall, et les artistes du music hall se couchent très tard. Donc la moyenne, c'était entre 3h et 6h du matin, là, ces derniers jours. Et les quelques jours de répit que j'avais, ma fille de 17 ans sort en boîte de nuit ou à l'envol à Balma, donc c'est retour entre 2h30 et 6h du matin. Donc c'est ce qui est le cas aussi ce soir. Donc voilà, ça c'est une première chose pour dire qu'on est quand même... justement, que nous avons le feu au cœur. Voilà, la deuxième, c'est que on est quand même content d'avoir Yves entier parmi nous, parce qu'effectivement, bon, tu avais déjà écrit Chute avant, hein, on le sait, donc là c'était un peu, on va dire, désaccordé au niveau temporel, mais on a failli avoir les abattis d'Yves Charnay. On a failli avoir le coup, le gésie d'un côté, le cœur de l'autre, la crête je sais pas où. Voilà, là on l'a entier. Merci au fiston, à la fifille, à l'hôtel qui t'a hébergé cette nuit. Et voilà, je suis très heureux de présenter ce 13e ou 4e opus, pour ceux qui connaissent Yves, de cette enquête autobiographique qui a sans doute des débuts et qui sans doute n'aura pas de fin, et qui est comme ça ininterrompue, et qui à chaque fois est, on va dire, un morceau du puzzle, hein, un morceau de l'autoportrait général et de l'œuvre considérable que Yves est en train de bâtir. D'ailleurs, comme c'est un livre de citations, je vais bien sûr abuser des citations, hein. La première que j'ai repérée pour corroborer mon propos, elle vient de Butor. Je n'écris pas pour vendre des romans, nous le savons tous les deux, mais pour obtenir une unité dans ma vie. Et je crois qu'effectivement, même si l'unité est brisée, même s'il est en éclats, ce livre montre à quel point l'ensemble est cohérent et l'ensemble suit une ligne directrice extrêmement ferme. Alors ce dernier opus est un opus très particulier, puisque Yves est réputé pour son travail d'autofiction, mais c'est une autofiction qui va vers autrui. C'est pas une autofiction qui tourne en rond autour de son nombril. Et comme ce livre l'indique d'ailleurs, et comme le prochain, on en dira un petit mot à la conclusion, le confirmera. Donc là, c'est un autoportrait en citation. Alors on est surpris et en même temps pas très surpris, puisque pour ceux qui sont lecteurs des livres de Yves, les pages d'épigraphes sont souvent très fournies,
très nombreuses. Parfois, il y a 6, 8, 10 épigraphes qui sont en fait comme des balises, hein, comme des bornes du livre à venir. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, donc du coup, il a continué, et puis 10 pages de citations, 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages, et on est arrivé effectivement à ce magnifique volume. Et je tiens à réitérer vraiment mes compliments et mes louanges pour les éditions Tarabuste, qui font un travail exceptionnel. Et ce livre en est vraiment l'exemple parfait. Donc c'est effectivement un livre pour ceux qui aiment beaucoup Yves, où il n'y a pas un mot de Yves. Enfin, il n'y a pas un mot. Il y a effectivement toutes les lignes blanches entre, hein, qui font la chose. Alors, juste une petite parenthèse, bien sûr, les grincheux, je pense à nos chers amis du CNL, ont reproché à Yves de ne pas avoir écrit un mot, ne comprenant pas qu'il y a différentes manières d'écrire, et que ce livre-là est une manière pour Yves à la fois de s'écrire, mais je pense également d'écrire le lecteur, puisque chacune de ces citations, bien évidemment, fait référence à l'univers, à des parties de vie de Yves, mais on ne peut que les recevoir. Donc, j'ai pas compté le nombre de citations. Est-ce que tu sais le nombre de citations? Voilà, j'ai pas eu le temps, excuse-moi, et de compter le nombre de citations. Mais effectivement, donc on va avoir des citations d'écrivains, de philosophes, de musiciens, d'humoristes, d'acteurs. Il y a un torero, de jazzman, de torero, de peintres, bien évidemment, et sur des sujets les plus divers, c'est-à-dire à la fois des personnalités, mais aussi des sentiments, mais aussi des gens, des émotions. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage, j'allais dire, c'est un ouvrage presque océanique, hein, parce que c'est une sorte d'album de cartes qui nous permettent de circuler dans ce grand océan qui est la littérature. Oui, alors un tout petit mot encore pour après laisser la parole à Yves. On est bien sûr habitué pour les lecteurs des livres de Yves Charnay, on est habitué effectivement à ce que la citation, et j'englobe dans la citation bien évidemment les paroles de chansons qui sont, on va dire, des citations populaires qu'on pourrait opposer aux citations nobles des écrivains ou des auteurs confirmés. Ceux qui connaissent l'œuvre de Yves savent très bien que non seulement il y a des pages d'épigraphes, mais que les citations elles-mêmes font partie du noyau stylistique de Yves, c'est-à-dire qu'elles s'incorporent elles-mêmes dans les phrases, dans le phrasé de Yves, qui parfois les déforme, qui parfois les emmène ailleurs. Donc on est en même temps pas très surpris de ce livre qui vraiment ouvre un panorama. Alors la première question que je me suis posée, c'est, connaissant ton sens du rangement, même si tu m'as dit que tu avais fait quelques efforts ces dernières minutes là pour ranger un petit peu les choses. Et d'ailleurs, tu cites, ce qui est bien dans les abécédaires, c'est qu'il y a toujours un mot pour se raccrocher aux branches. Donc tu signes dans cet abécédaire le mot rangement, et tu cites bien sûr notre ami Georges Perec. Mon problème, mais là je crois que c'est toi qui parles, mon problème avec les classements, c'est qu'ils ne durent pas. À peine ai-je fini de mettre de l'ordre que cet ordre est déjà caduque. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est ton goût de la littérature, le grand lecteur que tu es, le pêcheur de citations magnifiques que tu es, à quel moment et comment s'est passé le déclic pour que ça ne soit pas simplement une page d'épigraphe, mais pour que ça soit un projet global? Merci pour cette introduction et tout ce qu'elle dit, qui suffirait à ce qu'on parle du livre. J'aime beaucoup le pêcheur de citations, à tous les sens du mot. C'est un péché aussi, c'est mal, on vole. On vole, on détourne. Et puis on est à la pêche, on est à l'affût, ça mord. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Alors pour te répondre tout de suite, ça fait le lien entre les deux, c'est-à-dire avec le rangement et le livre, puisque ce livre est né dans précédent cataclysme avec cet appartement, le cataclysme actuel étant que le plafond est tombé. Donc là, une partie du plafond est tombée, donc ça change la vie pendant quelques jours. Il y a 3-4 ans, mon propriétaire a annoncé qu'il vendait l'appartement. Ce qui voulait dire que je devais déménager. Et déménager veut dire emporter tout son bordel ailleurs. Donc j'ai considéré l'état de la chose et j'ai inventé un mode de déménagement particulier que je vais vous raconter et sans lequel ce livre n'aurait jamais existé.
Il y a trop de livres, bon, tout le monde le sait. Je suis allé au marché de la poésie pour ça. Il y a trop. Trop de livres, trop d'auteurs, ça vaut pour tout le monde. Hein. On a tous trop de livres chez nous. Donc, je me suis dit, il va falloir trier les livres. Lesquels tu gardes. Et ça a été le déclic. J'ai commencé à voir notamment les cahiers du cinéma. Alors, en plus, ça fait revivre ta vie, puisque c'était la jeunesse, le grand amour, aller au cinéma tout le temps, etc. Connaître tous les acteurs et tout. Et puis, premier cahier du cinéma, je l'ouvre, puis je me dis, avant de le jeter, il faut que j'engage scientifique moi. Donc je commence à le feuilleter, à regarder. Puis, cette citation, ça je vais le garder. Alors, au début, comme je ne savais pas où ça allait m'emmener, je prends mes petits styles, je colle, je copie, je fais du copier-coller à la main, exactement comme peut-être faisait Montaigne. Puis j'ouvre un carnet, ce qui rajoute un livre de plus dans la bibliothèque. Puis je commence à coller. Et puis je fais ça, et puis je note une phrase, et puis je fais ça avec d'autres. Je dis, c'est comme ça d'ailleurs, je n'ai rien changé ensuite, c'est comme ça qu'il y a une phrase de Judith Godrèche, qui est tout à fait remarquable, qui est d'avant que Judith Godrèche dise tout le mal qu'elle avait à dire et tout. Moi, je l'ai gardé, puisque ces cahiers du cinéma-là sont un éloge pendant 8 pages de la désenchantée, du film, de la situation, de Judith, de Benoît, de tout le monde. Et tous les journalistes actuels qui maintenant ont retourné 16 fois leur veste sont dans ce numéro que j'ai découpé, méritent d'être regardés. Donc j'ai commencé à faire ça, puis avec des livres. Et puis à un moment, il y avait un ou deux carnets. Donc j'ai dit, non, ça ne va pas. Tu es en train de rajouter des livres dans ta bibliothèque. Donc j'ai ouvert un dossier. Ça, c'est fatal pour nos amis de Tarabuste. J'ai ouvert un dossier où j'ai recopié ce que j'avais collé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à déménager. Alors c'est assez lent, d'ailleurs, ça tombe bien parce que le propriétaire a renoncé à vendre pour des raisons qui m'échappent, une fissure, j'ai jamais bien compris. Mais il ne vend plus. Alors du coup, l'a acheté, l'a repris. Alors, le vrac a continué à s'installer, mais j'ai gardé cette chose-là, qui est devenue ensuite un affût général. Dans les lectures, dans Facebook, dans la rue, la radio, et aussi quand même en triant tout. Il y a beaucoup de choses, notamment des choses de cinéma, quand vous voyez Piccoli qui dit ça, etc. C'est que je découpe l'article du Monde, voilà, puisque je gardais, etc. Ça va déjà beaucoup mieux. J'ai plus de pile de Monde chez moi, par exemple. C'est déjà bien, on s'est débarrassé du quotidien. Voilà. Alors vraiment, il y a effectivement un déclencheur qui est l'appartement, le déménagement, qu'est-ce qu'on garde, comment garder. Et puis alors, ça a tapé plus que je croyais, comme au flipper, quoi. La balle a tapé sur, pour en parler longtemps, l'affaire de la citation. Voilà. Et d'un point de vue technique, donc tu as choisi la forme de l'abécédaire. Pas tout de suite, je n'ai pas su. À un moment, il y a eu trop de choses dans le dossier, qui ne pèse pas, puisqu'il est électronique. Et vraiment, c'est assez tard que j'ai compris que j'allais classer comme ça, parce que c'était... Voilà. Et en prenant... Surtout que je n'avais pas du tout d'idée encore des genres, etc. Et en prenant ce que Barthes appelait dans l'ordre fasciste de la langue, le plus... Voilà, celui qui est impeccable, l'ordre alphabétique, parce qu'il est purement arbitraire, de A à Z, ou je ne sais pas comment ça finit d'ailleurs. Alors la forme de l'abécédaire est une forme à la fois qui offre un certain nombre de facilités, hein, c'est une forme à tiroir, et aussi une certaine forme de contrainte que moi j'ai expérimenté effectivement dans un livre qui s'appelle Les tiroirs de Visconti, et j'ai vu effectivement les contraintes. Alors tu t'es un peu quand même, comment dire, mais ça te ressemble, amusé, voilà, oui. Tu t'es un peu amusé, et puis tu as joie, aussi... c'est de trouver l'entrée, voilà. C'est parfois de ne pas mettre un mot qu'on n'attend absolument pas sur cette citation, mais la citation avec une autre entrée. Mais le mot est dedans. C'est d'ailleurs une chose, ça que j'ai, puisque c'est enregistré, je crois ce qu'on dit, du coup il pourra peut-être l'écouter, que j'ai, alors c'est très intéressant, avec Facebook, avec Jacques Serena, grand écrivain qui n'écrit plus de livres depuis un certain temps, un très grand écrivain de chez Minuit, des années 80-90, et qui publie chaque matin une photo avec une légende très torsadée, très, très étrange. Et j'ai comme habitude, alors dans le petit milieu, tous les gens qui aiment Jacques font quelque chose, en général ils recommandent la citation. Jacques en a jamais eu une, pourquoi la recommander? Et moi j'ai toujours pris qu'un mot, donc je prends un seul mot qui est le petit salut du matin. Et c'est la même petite jubilation, c'est décaler la citation. L'autre jour, je ne sais plus si ça me revient, il y a 2-3 jours j'ai entendu une phrase, j'ai dit il faut que je la mette, parce que forcément, il y a un début d'Abbati 2. On ne s'arrête pas comme courage, ça. Courage, Tarabuste, courage. Mais, les petits traités, parce qu'hier on a fait 7-8, je m'y mets sur le tard. Voilà, il y a une grande jubilation à prendre là où on ne s'attend pas. Voilà. Pour les entrées. Pas toujours, mais il y a eu de la joie à faire ça. Oui, et puis te connaissant, comment dire,
le format d'abécédaire n'a pas été de ta part observé avec une rigueur exemplaire, mais plutôt avec une liberté et un vagabondage qui te caractérisent. Et puis aussi, comment on fait pour la mise en page, alors j'ai mes trucs, j'ai un ami ici qui s'amuse beaucoup parce que c'est pas possible, il y a des dispositifs qui existent. Mais entre chaque, je tape 3 lignes blanches, ça veut dire que je vais séparer. Alors plus je fais ça, à un moment on passe, ça vient sur une page, donc il faut recommencer. Mais comme c'est pas fini, le jour où j'en rajoute, ça redécale tout. J'ai passé presque autant de temps à le mettre en page qu'à l'écrire. Puis Tatiana l'a remis en page. C'est très manuel pour moi, ça reste très manuel. Alors je peux dire une chose sur le plaisir de la citation, qui est le plaisir du recopiage. Rousseau disait que 2 choses l'apaisaient. C'était un grand spécialiste quand même. Hein. L'inapaisement, il connaissait. Donc 2 choses. Recopier, herboriser, comme vous savez. Oh, pistulus, faruculus, etc. C'est merveilleux selon le latin de chaque plante, hein, herboriser, plus parler à personne. Et puis recopier de la musique. Il a même gagné sa vie en recopiant, puis c'était avant l'IA, avant la photocopie, avant tout, il recopiait. Et alors ça, je comprends ça très très bien. En plus, la musique, j'y connais rien, mais c'est des petits dessins, enfin, c'est mieux que nous. Mais quand même, recopier. Le plaisir enfantin, il y a quelque chose de très enfantin dans le dispositif, de recopier, comme le bonheur de la citation. C'est vraiment un bonbon volé dans les bocaux. Vous savez, quand on était petit, la province, tout ça, le monde d'avant, il y avait des bourgeois de droite, des prolétaires de gauche. Tout ça a été bien classé. Et les prolétaires de gauche regardaient les bonbons dans les bocaux des bourgeois de droite et essayaient d'en prendre un. Mais la citation, c'est ça. Montaigne, c'est un gigantesque. Montaigne qui n'est que citation. C'est un gigantesque bocal. Et il y a un plaisir à avoir volé un caramel, avoir volé un. Je suis venu, j'ai vu un marchand de macarons qui avait l'air très content. Il y a un plaisir de vol enfantin. Plaisir de la citation, c'est bon à la bouche, quoi. C'est comme un gars frais avec son vin ou avec son. Voilà. C'est pour les aspects sensuels de la citation. Moi, ça m'a rappelé quand nous étions jeunes, parce qu'on a à peu près le même âge, Yves. Mais il fait plus jeune, c'est ça qui est. Tu fais plus installé. Ça, en effet. Il y a des installations. Voilà, ça m'a rappelé, je ne sais pas si tu as vécu cette expérience, mais moi j'ai commencé à écrire, j'avais une quinzaine d'années, donc dans le début des années 80, on va dire 85, oui, c'est assez tard, mais j'ai jamais été précoce, tu sais, et assez tard. Mais tu n'écris pas de romans, pas. Et c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de... Voilà, donc on dépendait effectivement de la bibliothèque que nous avions chez nous. Donc la bibliothèque chez nous a été quand même petite, et effectivement les infos étaient à la bibliothèque municipale, et sans doute la première façon que j'ai eu d'écrire, mais je pense c'est une manière qui a été partagée par toi et par d'autres, c'était le Petit Robert. C'est-à-dire que le Petit Robert avait une grande qualité, c'est qu'il y avait à l'intérieur des définitions à chaque fois 2-3 citations de grands auteurs. Toujours, ça c'est vrai, j'ai oublié, mais c'est ça. 2-3 citations de grands auteurs. Et quand on commence à écrire à 13, 14, 15, 16 ans, où voilà, c'est quand même un continent, surtout comme toi, ta maman était institutrice, elle était quand même déjà dans un milieu où la chanson et l'écriture étaient présentes. Moi, c'était pas mon cas. Effectivement, la littérature, je l'ai découverte par les citations du Petit Robert, et en lisant ces derniers jours Abbati, j'ai retrouvé à la fois ce plaisir et qui était vraiment une première manière d'écrire. Et effectivement, j'ai l'impression que je mets ce livre, cet opus à l'écart, mais je pense aux autres précédents, avec effectivement tout ce bornage, tout ce balisage d'épigraphes, qui est en fait une sorte de prémisse de l'écriture personnelle. Il y a plusieurs choses à voir. Merci de me faire sûr, je l'ai complètement oublié, le Petit Robert. Je ne sais plus où est passé le mien. Il y a longtemps été en bas de mon bureau, mais à force, la couverture s'était détachée, j'avais eu du scotch, etc. Ouais. Et c'était un cadeau de ma mère, le Petit Robert de 74, quelque chose comme ça. Elle me l'avait donné avec vraiment, là, c'était sérieux. C'était vraiment sérieux. Il y avait Le Monde dedans. Et effectivement, donc, c'est très drôle parce que tu as raison, je n'y pensais plus. C'est la première fois qu'il y a mots et dissémination de citations. C'était la force du Petit Robert, c'était à l'arrêt. C'était la force du Petit Robert. Et la classe populaire moyenne pouvait y accéder sur un cadeau de Noël en s'y mettant à 2. Je pense que c'est à peu près ça pour un cadeau pour un Petit Robert. Pas le petit, mais quand même. Et qui m'a accompagné tout le temps jusqu'à ce qui a changé. Donc c'est l'ordi, c'est maintenant... tu fais synonymo. Je n'écris plus que comme ça. Tu es en panne sur un mot. Tout le monde avait ses fiches de rimes, tes dictionnaires, mais maintenant c'est fini. Tu fais synonymo, tu as tout.
Donc tu finis par trouver celui qu'il te faut, avec le F qui va bien. C'est moi qui forme, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais je veux dire, c'était donc... et puis il y a l'extraordinaire dictionnaire CNRT, là, du CNRS. CNRS, avec mon voisin, je ne veux plus rien dire, mais qui est merveilleux pour ça, merveilleux. Puisqu'il y a vraiment là, un empilement de citations encore plus... bon. Donc ça, donc, c'est très, 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 très fort. Effectivement, je l'ai oublié et ça vient de là. Sinon, pour la bibliothèque, il y a le côté infinir la bibliothèque. C'est-à-dire, c'est un endroit de l'infini, la bibliothèque. Il y a de l'infini dans le fini, comme dirait Baudelaire. Chaque petit volume contient des morceaux de l'infini. Et on l'infinit en la mettant en citation. C'est-à-dire que ceci est un carnet, en fait. C'est un état de carnet. Dans laquelle on transporte, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transporte, qu'est-ce qui nous rend vivant, qu'est-ce qui nous rappelle qu'on est vivant, qu'est-ce qui, dans la littérature, donne signe de vie. Chacune de ces citations m'a donné, au moment où je l'ai recopié, puisqu'il faut le signe de vie. Il y en a qui ne vont pas jusqu'à... alors là, on rentre dans l'atelier des derniers mois. Parfois, c'est parce que tu n'as pas le temps, mais quand même, si elle est forte, tu vas la rechercher. Mais qui ne vont pas jusqu'à te faire le geste de rouvrir l'ordi, d'arrêter ce que tu fais, d'aller dans le dossier abattu et de le mettre. C'est-à-dire qu'elle donne suffisamment de signes de vie pour. C'est donc la vie, le côté vie, le lien de la littérature avec la vie. C'est-à-dire, je pense que nous... Enfin, alors, le grand maître de cette affaire, c'est Montaigne, puisque Montaigne a fait ça, puis a commencé à commenter, puis le commentaire l'a emporté, c'est les essais, c'est l'invention des essais, qui est une des grandes inventions occidentales, hein, les essais. Y compris que tous les essais maintenant s'appellent essais quand même parce que ce type dans sa tour a fait ça. Donc c'est aussi un mec, une histoire de type avec un appartement quel qu'il soit, une tour, des objets livres et un autre objet livre à faire. Ça n'a pas changé. La condition bourgeois gentilhomme retiré, bientôt est en retraite, enfin voilà. Que faire ça, y compris travailler la citation. Donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transporte? Et je pense que nous sommes tous, alors nous sommes faits de citations. Nous sommes des citations. Quand quelqu'un est mort, on se souvient de telle et telle phrase. C'était lui, c'était sa façon de parler, c'est sa phrase, c'est son truc. Et nous sommes traversés de citations. Alors l'autobiographie, c'est des citations de nos parents, de nos amis, de nos ennemis, des femmes quand elles nous aimaient, puis quand elles nous aimaient plus, qui ne disent pas tout à fait la même chose de nous, et vice-versa. Nous sommes que des citations. Tu es ça. Tu finiras comme ça, etc. Hein, moi, quand je suis né dans la Nièvre, un département inconnu, au centre de la France, il y a un peu d'Uras, mais sinon on ne sait pas. Et ma mère, quand elle voulait dire, mais tout Nevers, quand on disait de quelqu'un qu'il était branque ou que ça finirait mal, on lui disait, tu finiras à la Charité. Tu finiras à la Charité, ça veut dire qu'il allait à l'hôpital psychiatrique de la Charité-sur-Loire. Et comme je suis en train de penser que je vais passer ma retraite à la Charité-sur-Loire, nous sommes des citations. J'obéis bien à l'injonction première. Je finis à la Charité, si j'espère, juste à côté de l'hôpital, si tout va bien, psychiatrique. Le plus loin possible de l'EHPAD, puisque je sais un peu à quoi ça ressemble. Mais tu finiras à la Charité. Oui, nous sommes tous, nous sommes tramés de citations, comme parfois dans nos rêves on entend, et puis alors dans nos vies ou dans nos écritures. C'est ce bruissement en permanence, que Barthes appelait le bruissement de la langue. Il y a le bruissement de la citation. Moi, pour ta retraite à la Charité, je pense que tu devrais quand même faire attention aux différentes crues de la Loire qui sont prévues dans les années à venir, parce qu'à mon avis, tu vas y avoir le droit. Pas m'installer trop. Ça me paraît évident. Cela dit, on me demande souvent si je ne suis pas fou d'avoir ce projet. Et pour venir, j'ai traversé la place du Capitole. Et je veux dire, dans l'état où elle était, j'ai quand même compris pourquoi je voulais retirer à la Charité-sur-Loire. Alors, j'ai pensé au petit Robert, et puis j'ai pensé aussi à ton enfance. Non pas que nous avons passé notre enfance ensemble, on passe déjà une partie de notre vie d'adulte, parce que je sais que ta maman était institutrice, qu'elle était amatrice de chansons françaises, en particulier des grands, hein, les 3B, et puis peut-être Léo Ferré aussi. Aussi, voilà, Léo Ferré également. La chanson de gauche. Et comme effectivement ces abattis sont des éléments épars de ton autoportrait, c'est ton autofiction, j'ai lu dans l'ouvrage cette citation de Blondin, magnifique, et dans lequel le jeu, de nouveau, c'est le jeu de Blondin, mais je crois que c'est un jeu quand même qui est très propre à Yves Charnay. J'ai grandi parmi les miens dans une rare aisance. Le roman, la poésie et la chanson régnaient à la maison. On échangeait des citations avec le sel et le poivre. Voilà. Alors ça, c'est Blondin. Et ça, c'est le plaisir de retrouver un auteur dans les deux mots, avec le sel et le poivre. Le reste, on peut presque tous l'écrire,
poids, mais avec le sel et le poivre. Parfois, j'en ai reponctué, pas souvent. Celle-là, c'est peut-être reponctué, avec le sel et le poivre. Mais ça, c'est Blondin, c'est la touche Blondin. Comme dans mon ami Tillinac, l'éditeur me disait toujours, quand il regardait mes trucs, si un jour tu fais du roman, pense à ce que disait Simenon, un garçon passait avec des oreilles en pointe de je sais pas quoi. Et il dit, c'est la pointe de je sais pas quoi qui est le début du roman. Ben là, c'est le sel et le poivre. Et on est à table. Hein, on vous passe la citation, c'est du sel, c'est du poivre dans la vie, ça relève la vie. Et on échangeait, et ça joue cette idée. Et on échange, comme dirait Sganarelle, le tabac, du temps où ce n'était pas interdit. Hein. Je rappelle qu'on vient tous du tabac. Il n'y a rien de meilleur au monde. D'ailleurs, regardez les gens comme ils sont bien quand ils en échangent. Vous n'avez qu'à voir comme ils sont bien depuis qu'ils n'en échangent plus. Et c'est là, mais plus personne fume. Tu as vu l'état des gens. On ne peut pas dire que c'est le partage qui domine. Voilà, c'est la question de l'échange. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on troque? C'est un troc infini. Puis c'est aussi... Alors, il y a des génies et des saltimbanques, mais moi, je les mets au même niveau, comme on sait. Mais c'est aussi, à un certain âge, le plaisir d'être le génie qu'on ne sera jamais. C'est-à-dire, tu prends du Chateaubriand, il y a des phrases, tu tombes encore en les lisant. Quoi. Tu dis là, oh, hein, là, alors, est-ce qu'il y avait, avec la mère Charnay, entre le sel et le poivre, ce jeu ou ce dialogue Oui, bah, surtout qu'en plus, enfin, c'était que ça, hein, ma mère, c'était la jouissance de la langue, donc ça se passait dans la langue française, j'en suis pas sorti, maternelle. Tout était possible dans cette langue, on pouvait tout dire, y compris me cherchiez-vous, madame. Hein, un espoir si charmant me serait-il permis. Ma mère pouvait répéter ça comme ça dans la cuisine pour t'expliquer l'amour. Me cherchiez-vous, madame, un espoir si charmant me serait-il permis. Et puis elle te disait après un verre de Mouloudji, quoi. Et donc c'est vrai que tu ressuscites une scène ça vient de là. Donc tout était possible dans la littérature française, de l'Alexandrin de Racine à la chanson populaire, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Tout ça a marché ensemble, ça faisait de la langue, ça faisait des effets dans la langue. Et j'en ai rajouté, parce que je voulais me faire remarquer. Je me suis dit, c'était un endroit de jouissance, c'était un endroit de préférence. Et je me suis dit que pour l'éblouir ou éblouir ses amis, je me souviens d'une fois, j'avais pris par cœur une phrase de Victor Hugo. On roulait dans la campagne nivernaise et il y avait vraiment, ça correspondait exactement à ce qu'on voyait. Et j'ai décrit, comme si, et je me souviens, ils se sont arrêtés en voiture, ils se sont retournés. Cet enfant est quand même un génie. Et j'ai eu une peur qu'il sache que c'était de Victor Hugo. J'étais foutu. C'est comme la part, j'étais foutu. Non, j'ai la croupe des colis, je raconte ça. Et puis aussi, une fois, il ne connaissait pas la chanson de Trenet, là, le revenant, le manteau. Puis je dis, c'est bon, on rentre dans une maison. C'est comme quand le manteau des cheminées recommence à frissonner. Et là, les gens, c'est quand même ce garçon bizarre. Et comme il ne connaissait pas, ça marchait. Je gagnais le point. Voilà. Il y a un truc de bon élève dans la citation. Il y a un truc, tu repères les meilleurs de la classe. Donc là vous avez les meilleurs de la classe dans le livre, hein, quand même. Et puis vous avez, y compris ceux qui sont tombés en attendant. Donc c'est le seul livre. C'est dommage qu'on ne soit pas plus célèbre parce que ça ferait une polémique qui ferait vent. Mais c'est le seul livre qui vous permet de lire une trentaine de citations de Gérard Depardieu aujourd'hui. Profitez-en, je veux dire. C'est interdit, tout ça. Sous le manteau, voilà. C'est aussi les voix de ceux qui nous ont fait. Donc il y a beaucoup des choses de Delon, il y a beaucoup des choses de... Ah oui, il y a une citation de Delon à Mec, il n'y a plus de mec. Alain Delon. Non, mais de toute façon, on a noté, hein, effectivement, le caractère... d'autoportrait qu'on va retrouver à l'ensemble des citations. Et tu disais à l'instant qu'effectivement, bon, si on enlève Judith Godrèche, mais contre qui j'ai rien, mais effectivement la plupart des auteurs cités sont des grands auteurs de littérature ou de la philosophie. Effectivement, beaucoup de ces phrases sont absolument magnifiques et profondes. Et plutôt que de sacrer cet éclair de la pensée ou de la phrase, tu as choisi un titre qui évoque plutôt, alors je sais bien que c'est ton goût de la catastrophe, mais qui évoque quand même plutôt les décombres, qui évoque les parties non nobles de la volaille, qui évoque les ensembles d'arbres coupés. D'où vient le titre, comment il est venu? Il y a plusieurs choses. Je vais raconter l'histoire du titre, qui est très chic en plus. C'est un titre très très chic. Mais... il y a tout ce que tu dis sur c'est un mot qu'on ne connaît pas, hein, abbati. C'est-à-dire qu'on le prononce, d'accord, on se souvient, mais on ne sait pas bien ce que c'est. Personne ne sait bien ce que c'est. Donc il y a tout le démembrement.
La citation, c'est du démembrement. C'est qu'est-ce qui reste quand il a été démembré? Il reste des citations, puis c'est un effet de boucle, hein, puisqu'à partir de la citation, Montaigne a refait de la littérature, c'est un effet de boucle sans fin. L'épitaphe, c'est la dernière citation. Hein. Quand je vous le disais que je n'allais pas bien, hein, l'épitaphe de l'anglais sur la tombe, hein, c'est la dernière citation. Il y a des gens pour qui ça se résume à une épitaphe. Qu'est-ce qu'on va dire de lui quand il est mort? Vous avez vu, comme nos contemporains sont démunis devant la mort, et qu'est-ce qu'on dit, hein? Donc je vous rappelle que au top 10 des chansons les plus demandées au pompe funèbre, la première, c'est les lacs du Connemara. Ce qui, d'ailleurs, dans un incinérarium, qui commence donc par terre, brûler, tu vois, ça va. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit? Je sais que j'aime Sardou, mais c'est peut-être pas le dernier mot de la chose. Donc, quel est le dernier mot, hein? Quel est le dernier mot? C'est la citation à faire à tout ce démembrement-là. Sinon, alors, l'histoire de la citation, elle est très chic. C'est une citation de citation de citation. C'est une citation de Pascal Quignard. Ben, je vais le lire, puisque là, je vais la lire, qui est dans... Ça, c'est le côté Quignard, c'est-à-dire... C'est un salut, c'est les petits traités, quoi. Et là, effectivement, j'ai eu la chance. Ouais, j'ai eu la chance. Comme les petits traités, c'était qui c'était si bien édité. Vous vous souvenez, chez qui étaient les premiers petits traités? C'était à Galilée ou... Non, même pas, c'était... Ouais, Mac, voilà, c'est Mac. Donc j'ai eu la chance que mon éditeur prenne au sérieux et fasse un aussi beau livre que les petits traités, même si je vais maintenant essayer qu'on parle d'autre chose que de la couverture. Et donc je vais vous le faire avec la voix de Pascal. Donc voilà. Donc c'est totalement chic. Moi je ne suis pas un garçon chic, mais ça c'est très très chic. Rodin, hein, quand il s'adressait à Rilke, déjà c'est très chic, tu vois, c'est Pascal. Tu vois. Rodin, quand il s'adressait à Rilke, à Meudon. Alors derrière ricane l'autre fantôme de Meudon qui est là souvent, Céline. Hein. En 1902, c'est tellement merveilleux, ne disait pas fragment, mais abattis. Je vous le refais. Voilà, c'est plus qu'il n'y a que ça, tu peux pas. Rodin, quand il s'adressait à Meudon en 1902, quand il s'adressait à Rilke à Meudon en 1902, ne disait pas fragment, mais abattis. Alors quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai su que c'était le titre et qu'elle serait dans la micro-citation que sont les 4 premiers, les épigraphes, les 4 premiers livres, que je vais vous dire. Comme ça, on va lire quelques citations. Donc la première partie, la première page refait ce que je fais toujours, c'est-à-dire des mots de passe qui disent ce qu'est le lire. Donc ça s'appelle Anthologie avec un H. Et puis pour guider le CNL, j'avais comme mis pour un autoportrait en citation, mais ça n'a pas suffi. J'ai jamais rien contre la histoire de CNL, à part qu'on n'a pas eu l'argent. Comme d'habitude, ça m'amènerait des gens, on était sûr. Il le donne qu'à des gens de droite. Enfin, c'est le contraire maintenant. J'en étais sûr. Non, ma mère pensait que l'argent se partageait à droite. Ma mère, c'était l'époque où Michel Rocard vient à la télévision, en 1978, on perd les législatives. Je dis on parce que tout le monde était de gauche. Et il dit l'argent, quand il faut le partager, reste de droite. Je sais quelle citation, j'ai regardé ça. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse et on ne l'a pas eu. Alors, et puis ils l'ont mis en roman pour être bien sûr que ça. Je peux vous dire que c'est toutes sortes de choses, sauf un roman. Alors, je vous lis les citations. Je ne pense pas. Ça s'appelle donc Anthologie pour un autoportrait en citation. Alors ça, c'est génial. D'ailleurs, je crois qu'Antoine l'a cité aussi. Enfin, il citait souvent cet auteur. Je ne pense pas, je note Pierre Reverdy. La première chose de la citation, c'est une note. On prend des notes. C'est un garçon qui a pris beaucoup de notes, qui fait ça. Alors, je mélange des genres tout de suite. Ça, c'est mal. En plus, je crois qu'il est un peu de droite. Je l'ai dit, je ramasse des trucs, des bouts de journaux, des lectures, des constatations. François Taillandier. Déjà, les gens de Reverdy disent pourquoi tu mets Taillandier après. Alors, si tu mets Quignard après, c'est fini. Les gens ont très bel auteur, mais très bel auteur. On est d'accord, mais comme c'est pas le même genre. Rodin, donc je ne vous la refais pas. Celle-là est très chic aussi. Je crois que le mieux que je puisse faire dorénavant est de m'abstenir d'écrire des livres, ce qui est ce que je fais dans ce livre-là. René Descartes. Hein, je crois que le mieux que je puisse faire dorénavant est de m'abstenir d'écrire. Il était tellement accablé de la réception du discours qu'il j'arrête. Je ne peux plus parler à des gens comme ça. Et puis, tout est autoportrait. Michel Schneider, qu'on salue, très bel auteur aussi. Mais c'est des auteurs qui ne vont pas ensemble. Ça commence dès c'est la marqueterie, c'est la damasserie, ça ne va pas ensemble, c'est bariolé. Alors, la chose que je sais, c'est que j'ai le goût du bariolé, que ça bariole et que ça va des proches à Saint-Augustin.
et personne n'est mieux que l'autre. Et pour finir sur ce titre des abattis, ce que j'ai pensé, mais tu me le pardonneras, puisque tout auteur est quand même la somme de ses lectures et de ses j'allais dire de ses engouements, mais aussi de ses renoncements ou de ses incompréhensions des livres qu'il lit. Je me suis dit que dans ce livre, en fait, c'était les métamorphoses, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait le coup de Pierre Bergogneau, qu'il y avait le gésier de Marguerite Duras, qu'il y avait les le démembrement et puis de Michel Butor, et que cet ensemble faisait... Oui, c'est les abattis de tous les autres. Voilà, et que cet ensemble faisait un écrivain qui s'appelle aujourd'hui Yves Charnay. Puisque, en fait, quand on lit tes livres, on retrouve ces morceaux de volaille dans l'ensemble de tes ouvrages. La spique de volaille, d'accord. Voilà, tout à fait. Comme un pâté, disait Proust, la recette de cuisine, faire comme un pâté. La spique de volaille, c'est avec de la gelée et ça tient. Voilà, ce serait... C'est ça, oui, j'ai pas pensé. Il fait des morceaux des autres. Voilà, c'est une sorte de métamorphose. Carnivore, ce serait cannibale, c'est des morceaux des autres. On les emmène dans la tombe, mais aussi qui est un océan, comme tu disais. Je pensais à un truc juste avant. Qu'est-ce que tu as dit juste avant Que tu avais le coup de Pierre Bergogneau. Je sais plus. Ah, c'est idiot, c'était pas mal comme idée. Alors du coup, si maintenant on rentre un petit peu, parce qu'on a vu, on a évoqué la forme, on a évoqué le titre. Bon, j'étais très heureux, bien sûr, que la première épigraphe soit de Pierre Reverdy, parce que nous partageons un amour inconsidéré pour cet auteur aujourd'hui quand même très oublié, et dont la simplicité est d'une profondeur absolument sidérante. Alors j'ai commencé à ouvrir le livre, et comme c'est un livre l'abécédaire, j'ai commencé par la lettre A, et puis j'ai commencé par le premier mot de ce livre. Oui, et puis franchement, j'ai été très surpris de voir que ce premier mot soit abandon. Oui, et le mot majeur. Mon fils disait pendant la préparation de ton spectacle, il me parlait et il disait, parce que son chien ne le laisse pas une seconde. Et comme mon fils a la gentillesse, que le dégât des eaux est arrivé au moment où je me réjouissais de passer ma journée avec ce saltimbanque, donc il est passé chez moi, et puis donc je devais tenir le chien pendant que mon fils descendait les morceaux de gravat. Et le chien, il ne peut pas le laisser une seconde. Alors au deuxième gravat, je lui dis que c'est pénible cette histoire. Il me dit, oui, il est comme toi, il a peur de l'abandon. Très bien. Donc je me dis, se calmer. Voilà, c'est absolument incroyable que ce soit l'abandon. Je ne sais pas si c'est pas en plus Pascal et que Dieu ne m'abandonne jamais. Oui, je ne sais plus la Je crois, c'est ça, c'est ça. Mais là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, ça n'a pas été conscient. Après, quand j'ai vu, j'ai pu toucher que ça commence par l'abandon. Mais mon histoire étant effectivement la hantise de l'abandon. Vas-y, le Julien. Abandon. Ma chérie. Ah non, c'est Arthur Miller. Oui. Ma chérie, la vie est faite d'abandon. C'est toujours comme ça. Bon, la phrase est définitive. Mais si on continue cette première page... Et il parle à Marie Monroe comme ça. Voilà. Et si on continue, il y a le verbe abandonner tant qu'on y était. Voilà. Vas-y. Et si on lit la première page, on a quasiment la première page de ton livret de famille. Puisqu'on va y lire abandon, abandonné. Lis-le de Pascal, elle est extraordinaire. Pascal, que Dieu ne m'abandonne jamais. Il serait les derniers mots que Pascal a dit. Blaise Pascal, hein. Dernière parole. Que Dieu ne m'abandonne jamais. L'abattoir, l'absence est mon destin. Absent, s'abstenir, nous le partageons aujourd'hui. Absurde, c'est ce que nous pensons quand même de l'époque dans laquelle dans laquelle nous participons. Donc effectivement, dans chacune des pages, là je l'ai fait sur la première page, mais on pourrait le faire sur l'ensemble des pages. À chaque fois, c'est une relecture en fait. Hein, c'est une manière de te lire. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé et passionné. Et comme du coup de l'abandon, je suis passé à alors attendez, je suis passé à la suite, c'est-à-dire que j'ai été voir le papa, la maman et le père. Alors ce qui est très fort aussi dans ce livre quand même, tu le montres avec papa, mais tu le montres aussi avec l'entrée Kilo, qui est quand même particulièrement saisissante et voilà. Mais c'est la citation de Romain Gary avec Madame Rosa qui doit prendre l'ascenseur, qui mériterait d'avoir un ascenseur, avec tous ces kilos, voilà, pour arriver à c'est de le mettre à Kilo, ça c'est la jubilation de le mettre à Kilo.
Je peux vous dire que c'est une femme qui aurait mérité un ascenseur. Citation fabuleuse. Je peux vous dire que c'est une femme qui aurait mérité. Et j'ai retrouvé donc effectivement une autodérision qui quand même t'est propre, à la fois dans ton écriture et dans ton rapport aux autres. Et franchement, j'ai été quand même très très touché, puisqu'on partage également l'abandon du père avec Yves, très touché par tes citations, parce que je crois que ta maman et la mienne ont fait la même chose. Donc elle vient de notre ami Michel Audiard, qui quand même s'élève parfois au niveau des plus grands, franchement, et qui est très belle, qui m'a fait à la fois sourire et à la fois, je vais pas dire pleurer, mais quand même qui m'a touché. Papa, deux points. Ah oui. On ne peut pas être amoureux de papa. Maman a déjà essayé. C'est extraordinaire. Ça, magnifique. Extraordinaire. Magnifique. Alors, c'est si tu dis que c'est de Lacan, les gens disent... Ah bah oui. Quand j'ai lu cette phrase de Michel Audiard, je me suis dit que... il n'était pas loin des grands auteurs de Maxime. C'est le même moment. Bah oui, du 17e et du 18e. C'est presque du Lacan. Puis tu l'as avec une voix des 60, tu vois. On ne peut pas être amoureux de maman. Papa a déjà essayé. Et par contre, quand le père intervient, puisque papa, on va dire que c'est le mot gentil, c'est le mot d'affection pour le géniteur. Et puis nous qui avons des mauvais pères, on les appelle pères, on les appelle pas papa. Et par contre, pour le père, là, l'humour est parti, puisque dans mon souvenir, il y a 5 citations, 4 ou 5, et les 2 premières sont répétitives, puisqu'elles énoncent les choses de manière un peu radicale. Est-ce que je me rappelle mon alphabet? Attends. Oui. Si. Comme tu cherches père, c'est après mort. Parce qu'il est passé à mort. Qu'est-ce que ça dit après? Père, alors donc on a quand même notre ami Roland Barthes. Voilà. Non, dis qui j'ai convoqué pour père. Dis juste les auteurs déjà. Roland Barthes, Jacques Borel, Marguerite Duras, Chateaubriand, Quignard et Stendhal. Oui, c'est sérieux. C'est une des pages les plus longues. Et puis surtout, tu n'as pas hésité à... Bon, tu es un modèle de répétition, on le sait. Tu n'as pas hésité à répéter « Je n'ai pas connu mon père ». Là, nous sommes avec Jacques Borel. Et « Je n'ai pas eu de père ». Et là, nous sommes avec Marguerite Duras. Voilà, avec des variations à la vie. On pourrait mettre Bergogneau aussi. Oui, Bergogneau, qui est très présent dans le recueil. De quelle manière tu as inscrit cette généalogie dans le livre? Si je le reprends, je regarde ce qu'il y a l'autre. On va reprendre aussi le père de Barthes. Donc le père, mort très tôt à la guerre, n'était pris dans aucun discours de souvenir ou du sacrifice. Par le relais maternel, sa mémoire, jamais oppressive, ne faisait qu'effleurer l'enfance d'une gratification presque silencieuse. Alors, c'est une citation qui est mise par envie. Dieu que j'aurais aimé avoir une mère qui prenne ces choses-là de façon légère, et pas oppressive. Bon, c'était le contraire. L'admiration pour un phrasé d'une gratification presque silencieuse. Ça, c'est la délicatesse du phrasé barthien ou barthésien. Effleurer. Il n'y avait plus qu'effleurer. Ma mère a vraiment cru qu'il fallait appuyer de toutes ses forces. Je n'ai pas connu mon père. Alors c'était une phrase foudroyante pour moi, puis c'est le début de l'adoration. C'est la première phrase de l'adoration de Jacques Borel, qui a d'ailleurs le Goncourt avec ce livre énorme, Au chemin, et qui déclenche un livre de 400 pages, de 500 pages. Donc quand je l'ai vu, je savais qu'il fallait que je fasse ça, même si j'ai toujours pas réussi, moi, à faire ça pour le moment. Je n'ai pas eu de père de Duras. Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. On va inverser. Si je vous demande de qui c'est ça, de qui ça peut être. Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Donc est-ce qu'on s'intéressait encore au nom? Chateaubriand. Chateaubriand, une seule. Là, c'est vraiment... Alors évidemment, pour le nom du bâtard, ça veut dire se faire un nom. Et comment se faire un nom avec tous ceux qui ont déjà fait tout ça? Il y a quelque chose là. Écrire, c'est pour se faire un nom. Il y a le mot Tarabus, puis à un moment, Tarabus désigne quelque chose qui est un ensemble humain, littéraire, etc. Mais il faut que ce nom se fasse. On doit se faire un nom ou des prénoms. Vous demanderez à Anthony Delon, par exemple, ce que c'est que d'arriver à se faire un prénom. Oui, difficile. J'avais de l'éloignement pour mon père et de la répugnance à l'embrasser, Stendhal. Alors ça, comme tu sais, c'est pour le mauvais père. Et encore, lui, il avait de la répugnance. Il en voyait un. Il n'aimait pas ce qu'il voyait, mais il en voyait un. Moi, j'en ai vraiment jamais vu. C'est une espèce que je n'ai jamais vue. Et quand on allait chez les gens, ce qui n'était pas souvent, je me demandais toujours, dans les années 65, 70, on allait chez des bourgeois qui étaient
plus bourgeois que nous. Et à quoi servait ce type qui avait un garage, une voiture, avait l'air extrêmement content de ça, on parlait beaucoup, plusieurs apéritifs, tu vois. À quoi servait ce type qui n'y avait pas chez Bois? Et en plus, il n'y avait pas beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait, le garage, la voiture, c'était ça. Il jouait au foot parfois avec les gosses. À quoi ça servait? C'était ça un père? Même pas. Mais il y avait un truc en trop chez eux, c'est pas qu'on avait en moins. Et vous voyez, le père des années 70, dans son pavillon, il parlait de ça. C'était pas... Oui, chez un père, leur père, c'était au moins Château... Tant qu'en avoir un, que ce soit Chateaubriand, quoi. Ou Claude Nougaro, pour commencer, dans la vraie vie. Voilà, on va pas rentrer dans... C'est un livre de citations, donc on pourra en parler pendant des jours et des jours, hein, prendre chaque page, prendre chaque citation. Je vais juste C'est un livre fait pour l'infini, c'est les 1001 voilà, livres. Tout à fait. C'est la Bible, prenez-le, c'est pas cher, ça vous dure toute la vie. Non, parce que c'est vrai, c'est la Bible, hop, hop, hop. Puis ça vous évite de lire des kilomètres de C'est une Bible non livres. C'est une Bible non intégriste, tu dois tuer personne dans cette Bible. Voilà, et puis surtout c'est la preuve, mais pareil, je vais m'appuyer sur les deux jambes de Navarre, de Yves Navarre et de nouveau de Pierre Reverdy, c'est que tout ce qui est écriture, bien sûr, ne peut être qu'autobiographie, et ce livre le prouve d'une manière, je crois, assez définitive, même si c'est les écritures des autres, avant qu'il y ait les mots des autres. Et puis quand même cette phrase de Reverdy que j'aime beaucoup et qui est, je crois, quand même à l'intérieur, qui est quand même le cœur de ce très beau livre. Rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible. C'est pourquoi on compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes. Et ce livre est non seulement beau par ce qui est écrit, par ce qui est inscrit dans les pages, mais il est extrêmement beau par effectivement tout ce qui est dit dans l'implicite entre les lignes. Et là, la beauté du livre éditorial comme il est fait va avec le projet. C'est-à-dire que c'est du bon papier, des belles respirations entre, enfin, les deux vont ensemble. Est-ce qu'on peut, juste avant qu'on en a parlé, est-ce qu'on peut jouer à un jeu qu'avait fait Laurent Roth à Paris? C'est-à-dire, vous demandez un mot, on regarde s'il y est, sinon on donne le plus proche, puis vous demandez une lettre, puis je lirai le début de la lettre. Puis après, on cause, si causerie. Qui veut commencer? Alors, le mot y est ou y est pas, mais sinon, on prendra le plus proche. Cinéma. Alors, ce serait étonnant que ça y soit pas. Oui, Mise au point sur moi, cinéma. Comme au cinéma. Ah bah Alain Delon. Je suis en train de chanter. Alain Delon, Depardieu. Cherchez pas François Cluzet, tout ça. Si vous voulez, Alain Delon, Depardieu. Si vous voulez un papier dans l'eBay, vous pouvez arracher beaucoup de pages de ce livre. Cinéma. Je chantais déjà la seule chanson d'Alain sur le cinéma. Comme au cinéma, qui n'est pas la meilleure, notamment dans la version italienne avec les filles à moitié. Enfin. Alors, je ne sais pas imiter Alain Delon, donc voilà. Je veux dire, le goût de l'imitation qui est très fort chez moi est très proche du goût de la citation. C'est du vol. C'est du vol et c'est une manière de se donner une personnalité puisqu'on n'en a pas. Je ne savais pas quelle était la bonne personnalité. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour faire apparaître mon père? J'ai tout essayé, De Gaulle, Mitterrand. Hein, vous voyez. Alors, je ne sais pas faire de long. Tout ce que j'ai fait au cinéma, je l'ai vécu. Alain Delon, point. Alors, j'ai fait du cinéma. Oh, c'est magnifique de les mettre tous les deux. Alors, j'ai fait du cinéma. Voilà. J'ai compris très vite comment on en faisait. Alors, j'ai tourné. Ah non, ça, je vous l'aurais fait. Oh, bah, là, je vous l'aurais fait. J'ai fait du cinéma. J'ai compris tout de suite. Oh. Non. Marguerite Duras. C'est magnifique, elle est merveilleuse. Alors, je fais du cinéma. Là, j'ai compris très vite. Alors, j'ai tourné. Ah, celle-là, vous avez trouvé. Ni un art. J'imite pas exprès, hein. Ni un art, ni une technique, un mystère. C'est ce qui va le mieux à la corrida. C'est la version de la corrida que je connais, c'est ni un art, ni une technique, un mystère. Bon, Jean-Luc Godard, bien sûr. Ah, celui-là est magnifique. De tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important. Vladimir Ilyich Lénine. Hein? On aurait dû dire au CNL, page 69. 69. Ah là, pardon. J'estime, alors c'est très juste, j'estime que la disparition du cinéma aura lieu vers 2020 et qu'il n'y aura plus alors que la télévision. Et maintenant encore pire que la télévision, les trucs. Ça pourrait, mais c'est Melville. On ne jouait pas, on s'enivrait d'exister, la vie, et le cinéma s'agrippait l'un à l'autre. C'était unique.
Jean Rochefort, c'est merveilleux. Hein, c'est tellement lui. Hein, c'était unique. Le cinéma, c'est sale. Il y a des choses qui se cachent derrière, de l'argent pas propre. Ça, je vous le dis, je ne pas trouvé. C'était quand je découpe mes cahiers du cinéma. Gérald Thomasin, à propos de son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon, qui est cet acteur déjà délinquant que trouve Doyon, que le cinéma rend fou, qui va tuer, enfin, qui va être meurtrier, enfin, qui va revenir en prison. Enfin, destin terrible de ça. C'était cinéma. Voyez. Si vous voulez une entrée de Depardieu, il doit y en avoir une. Anne, vous voulez l'entrée de Depardieu? Oui, allez. Oh, bah, s'il y en a une, je vous la fais. Il y a quelques gens pas bien dans ce livre. Par exemple, sur Django, il y a une phrase. Django était un musicien de génie et un excentrique complet. C'est Woody Allen. Mais là, je ne peux pas avoir tous les ennuis en même temps, donc je passe. Désir, désinvolture, dépense, on s'approche de Depardieu. Depardieu, Gérard. Alors, c'est ceux qui sont mis. Ça veut dire qu'on parle de. C'est pas lui qui parle. Oui, c'est pas lui qui parle. Sinon, c'est plein de phrases. Le personnage de Gérard était habité par le besoin de filiation. C'est pour ça que c'est important en citation en permanence. Hein. C'est bâtard de Châteauroux, hein. C'est pas ça. Hein, bâtard de. Ouais. Alors lui, en plus, la guerre en plus, quoi. Hein. Le personnage de Gérard était habité par le besoin de filiation. Et cela correspondait finalement assez bien à ce qu'il est dans la vie. Il suffit de voir la manière dont il parle de son père. Gérard s'inscrit d'ailleurs dans une lignée de comédiens qui va de Harry Bor à Gabin, en passant par Rému, et même Michel Simon. Comme eux, il est devenu une sorte de sujet en lui-même. Et c'est Alain Corneau, à propos de ce film très singulier, qui est du temps où j'allais au cinéma, qui est Le Choix des armes, avec Yves Montand, et qui me fascinait 2 fois, puisque moi, j'essayais d'être le plus proche de l'acteur qui avait mon prénom, qui était Montand, qui était chanteur, acteur, de gauche. Je sentais bien que c'était là qu'il fallait... Hein, et qui voit apparaître 2 fois de suite la relève, sans doute encore plus grand, et Dieu sait qu'il était immense, Montand, mais comme vous le savez, on n'a pas touché au génie avec autant d'importance que Gérard Depardieu. Et il voit apparaître 2 fois Depardieu, dans Vincent François Paul et les autres, où Depardieu est le jeune boxeur. Hein, et puis dans Le Choix des armes, où c'est vraiment un film sur la filiation. Et une lettre. Ah oui, un mot puis une lettre. Ah oui. En plus, il est très bien celui-là. C'est vrai, c'est la seule fois. Ah, je trouve. Page 65. T'aurais dû la signaler au CNL. Celle-là, tu... Mais je ne veux pas non plus... Aussi, ça serait très bien. Je ne veux pas ruiner les éditions d'Arabus non plus. Ruiner, comme il dit. Alors, bon, c'est signé par ton ami, malheureusement aujourd'hui décédé, Denis Tillinac, qui, je crois, a été quand même l'éditeur de ta vie. Enfin, le premier éditeur de ma vie. Oui, mais je crois que l'éditeur important de ta vie, oui, dans sans cette lui, première partie-là. Ouais. Voilà. Et le second est dans la salle. Voilà. Et j'ai trouvé que ce qu'il disait, alors je ne sais pas de quel... C'est dans un livre qui s'appelle Dernier verre au Danton, voilà. Où Denis égrène ses souvenirs. Donc j'aurais peut-être dû m'en inspirer pour la présentation. Non, mais ça correspond, enfin quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire parce que ça correspond quand même beaucoup à... C'est tout à fait lui. Oui, c'est tout à fait lui, effectivement, et tout à fait toi. Donc Yves Charnet, bouge les oreilles parce que ta modestie va en souffrir. Yves Charnet n'est pas plus malade qu'un autre, mais il faut le savoir. Très bonne phrase, très bonne double phrase. Ah oui, pas plus malade qu'un autre, mais il faut le savoir. C'est ce que j'ai toujours pensé. Ça. Mais il parle si vite qu'on ne retient qu'un mot sur 3. Il baffre mêmement, je confirme, et son activité est tout aussi profuse. En dressant l'oreille, il faut dresser l'oreille. En dressant l'oreille, on s'aperçoit que sa culture est vaste, sa pensée vive et même bondissante. Je confirme. Tout l'intéresse et tout l'émeut. C'est pour ça que j'ai parlé d'autofiction, mais qui est une forme également d'autrui-fiction. Tout l'intéresse et tout l'émeut. Il regarde les choses de la vie les plus anodines et les interprète à sa guise. Jolie guise. Il m'a donné à lire sa prose poétique. Je lui ai trouvé de la tension et de la saveur. C'était la vie rétractée en cristaux d'émotions. Une amitié est née entre les lignes. Je l'ai publiée. Il a pris l'habitude de pousser la porte de la table ronde avec quelques agrégés plus ou moins normaliens de sa connaissance. Il faut des agrégés dans une maison d'édition, à condition de respecter un dosage. Je confirme également. Ils sont enseignants et présentent à ce titre des symptômes d'infantilisme. Voilà, ça me paraît quand même assez juste
Et assez C'est la lucidité de assez Denis, y d'à-propos, compris. voilà. C'était dans les années 92, il n'avait rien fait. Voilà. Enfin, Et il voyait les gens, il avait la vista, Denis. Et je préciserai juste que quand même alors j'ai pas trouvé la formule là d'André Breton, non c'est Pierre Reverdy je crois, sur la formule de la métaphore, mais je n'avais pas à trouver là, donc je suis désolé. Mais ce Yves Charnay là est entouré par deux autres mots, charité, on a parlé de la charité, et la chasteté, qui est aussi une question qui t'a quand même beaucoup interrogé. Question interrogeante, la chasteté. Moi, je vais quand même finir. J'ai quand même, tu m'autorises de conclure. Je veux qu'il y en ait un ou une qui voilà, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc je vais finir par Bon, il y a quand même cette phrase de Quignard que j'aime beaucoup et auquel j'ai quand même beaucoup pensé à toi, qui est quand même assez, comme j'allais dire, assez frappante et assez désarmante par sa simplicité. Quignard, dans ton livre, dit « J'aime les livres ». Bon, ça pourrait être une conclusion. On a envie de dire à Yves « Tu aimes les livres ». Déjà, pour commencer. J'ai plusieurs conclusions. Hein. Donc, première conclusion. C'est bien. La deuxième conclusion que je pourrais vous offrir, bon, celle-là, on l'a dit on l'a déjà évoqué avec la première page, avec les mots d'abandon, de papa, de père, de maman, d'amour. C'est de Michel Léris. L'œuvre d'art n'a d'autre but que l'évocation magique des démons intérieurs. Chacun de tes livres en est un témoignage et celui-ci a la même hauteur que les autres. Et enfin, pour conclure avec une petite note d'humour, je te souhaite, et bien sûr je souhaite aux éditions Tarabuste, ce que notre ami Wilson Churchill nous a déclaré. Le succès est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. Donc c'est ce que je vous conseille, et c'est ce que j'espère pour vous tous dans les moments à venir. Merci. Et il était crédible dans le rôle. Il s'agissait d'une rencontre avec le poète Yves Charnay autour de la publication chez Tarabuste de son livre Abbati, autoportrait en citation, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 2 juillet 2025. Yves Charnay a aussi fait paraître chez ce même éditeur Chute en 2020, mais aussi aux éditions La Table Ronde, La Tristesse durera toujours, ou encore Au Diable Vauvert, Lettre à Juan Bautista 20 ans après. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.